Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler de Fortress puisque les Fortress sont pas, on peut pas faire de write-up puisqu'elles sont jamais en état retired, elles sont tout le temps actives. Mais bon, comme j'ai fini la Fortress Faraday, je vous la recommande. Elle est super sympa à réaliser. Hein, pour celles et ceux qui connaissent pas les Fortress, c'est des boîtes autres que Xbox qui les font. Et ça ressemble un peu à tout ce qui est Endgame ou Laboratoire Pro, c'est-à-dire que il y a plusieurs flags à récupérer sur potentiellement plusieurs machines, tout un réseau cible à compromettre. Voilà, et donc du coup, comme je peux pas vous faire de Fortress, je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en fait, à mon boulot là cette année, je fais plus de forensique que d'habitude. Donc je me suis dit tiens, allons, faisons une vidéo sur un challenge forensique et on va en prendre un qui est assez costaud puisqu'il est classé comme hard sur Hack the Box. Et c'est le challenge qui s'appelle, qui est retired bien sûr, et qui s'appelle Squat Bot. Il est là. Alors, Squatbot, donc il y a des fichiers à télécharger, comme ils sont assez gros, je les fais en amont. Et donc le scénario c'est quoi? C'est une compagnie, enfin une entreprise qui développe des applications sur le cloud d'Amazon, AWS, et qui s'est fait compromettre. Donc malgré le fait qu'ils essaient d'avoir une hygiène de cybersécurité propre, etc., ils respectent les bonnes pratiques, etc. Et donc ils se sont fait compromettre et ils ont pu faire un dump de la mémoire du serveur compromis et ils nous l'envoient pour analyse. Donc je pense qu'on a déjà parlé, c'est même sûr, on a déjà parlé de volatility sur cette chaîne Acksize. Et donc quand il s'agit d'analyse mémoire, c'est souvent le logiciel qu'on va utiliser et c'est effectivement le logiciel qu'on va utiliser ici. Donc j'ai oublié de montrer, quand on télécharge le gros fichier là, on se retrouve avec un zip chiffré avec le mot de passe qui marque pas ici d'ailleurs. Il est peut-être même pas chiffré celui-là, je sais plus, bref. En tout cas, s'il y a un mot de passe, c'est Xbox sur l'archive zip. Si, je crois qu'il est chiffré aussi. Et donc, si on l'ouvre, dedans, il y a deux fichiers. Donc, le dump mémoire et un fichier de profil pour les Ubuntu en version 4.15.0.184. Et ça, je pense que, si je dis pas de bêtises, c'est un challenge qui a été proposé dans un CTF par Xbox, et du coup, comme il y avait un temps limité, je pense qu'ils se sont dit que c'était comme c'était pas la partie la plus intéressante, autant faire gagner du temps aux participantes de ce CTF pour vraiment creuser le vrai problème et pas juste avoir le profil qui convient pour la machine cible. Donc une fois qu'on a extrait ces deux fichiers, on se retrouve avec ces deux fichiers et rien de plus. Donc si je fais un ls, on voit donc j'ai bien le dump mémoire, le profil Ubuntu, et donc ça c'était le zip qui contenait ces deux fichiers. Bien, alors première chose à faire, c'est de mettre le profil Ubuntu au bon endroit. Donc après ça dépend comment vous êtes configuré. Donc moi, comme je suis pas quelqu'un de très logique, je mets mes outils dans la musique. Et donc le fichier Ubuntu est à mettre dans le répertoire Volatility Plugins Overlays, et ici donc Linux. Là j'ai fait un git clone en amont de Volatility pour avoir ce répertoire. Et donc on joue avec Volatility V2, je sais plus si j'en ai parlé sur Acksize, ou si c'est pendant mes cours, enfin je sais que j'en parle pendant mes cours d'inforensique que je peux donner, mais globalement il y a encore des différences, forcément il y a beaucoup de différences entre Volatility 2 et 3, et il y a des choses qui sont pas encore implémentées comme il faut dans Volatility 3, donc c'est pour ça qu'on est encore obligé de jouer aussi avec Volatility 2 pour l'instant. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais lancer cette commande pour vérifier que
le profil que j'ai copié là est bien pris en compte par Volatility. Et là on voit qu'en effet j'ai fait un grep sur Ubuntu et j'ai bien un profil Ubuntu pour la 4.15.0. Ok, parfait, allons-y. Donc au moins il n'y a pas à chercher quel est le profil de la machine. Et donc première chose qu'on va faire, c'est lister les processus pour voir un peu ce qui tourne sur ce serveur compromis. Alors, on voit qu'il y a un user avec un UID 1000 et on voit que cet utilisateur s'appelle développeur, qu'il est connecté actuellement en SSH, qu'il y a un script setup qui a été lancé. Donc a priori c'est intéressant de creuser pourquoi il y a un script d'install qui tourne sur ce serveur compromis. Alors donc regardons aussi les commandes tapées donc dans le bash history pour résumer, l'historique des commandes tapées présentes en mémoire. Il y aura peut-être des choses intéressantes. Et là on voit que on retrouve la fameuse commande ici. Et on voit en amont qu'il a fait un git clone de Boto 3. Mais pour celles et ceux qui connaissent Boto 3, donc Boto 3 je vous rappelle, c'est le SDK Software Development Kit pour Python sur AWS. Je rappelle AWS, Amazon Web Services. Donc c'est pour jouer avec Python sur du AWS. Et en fait le vrai répertoire de Boto 3 c'est Boto 3 tout court et pas Boto 3. Donc si on va sur un navigateur web, voilà, ça c'est le vrai Boto 3. Et donc celui-là, s'il veut bien le prendre, a priori c'est pas vraiment le Boto 3 légitime. Donc ça sent la compromission via supply chain, comme on dit. Donc à partir de là, on a plusieurs possibilités pour avancer sur l'investigation. Donc la première c'est de dumper depuis le répertoire GitHub l'historique et voir un peu ce qui traîne dans ce Boto 3 a priori malfaisant, enfin en tout cas possiblement malveillant. Et l'autre option c'est de carrément récupérer ce script setup.py dans la mémoire, puisque il est probable qu'il soit en mémoire vu qu'au moment où on a fait notre mémoire il était exécuté. On va faire cette option là, donc à analyser l'image mémoire, autant en profiter pour récupérer le contenu du script. Donc je récupère la liste des fichiers présents en mémoire, que je mets dans le fichier files. Apparemment il y a pas mal de fichiers, je sais plus quelle taille fait la mémoire, je crois qu'elle fait 1 giga, elle est pas si grosse que ça. Ouais, c'est bien ça, le dump mémoire il fait 1 giga. Et donc après j'affiche ces fichiers en faisant un grep sur setup.python, puisque c'est celui-là qu'on cherche. Et on voit qu'en effet il est bien présent. Donc je vais l'extraire de la mémoire en faisant donc un find file -i en mettant l'adresse et puis je l'écris dans un fichier setup.py, comme ça c'est facile de se rappeler que c'est ce fichier là. Voilà, et donc maintenant qu'il m'a récupéré ce setup, je l'ouvre évidemment, et tout de suite ça saute aux yeux que il y a un exec import un peu chelou au début. Donc B64 décode, comme vous pouvez vous en douter si vous ne connaissez pas, c'est pour base64, pour décoder du base64. Et donc comme il est avant l'import Python, c'est quand même pas du tout une pratique courante, ça sent pas bon.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce base64 et l'afficher tout simplement. Alors comme ça a l'air un peu long, je vais plutôt le mettre dans un fichier et ouvrir le fichier. On va faire ça sur la fenêtre de droite. Donc je fais un echo tout ce bordel, je décode le base64 et j'écris ça dans la backdoor.python puisque il est très probable que ce soit une backdoor, une porte d'entrée arrière. Et en effet, quand on ouvre ce base64 décodé, on voit que c'est pas vraiment du code légitime, que ça sent pas bon du tout. Donc c'est probablement le code à l'origine de la compromission. Donc 3 parties dans ce code, un check-in qui semble être une communication avec le C2, le C2, le serveur de contrôle, genre un keep live pour dire que je suis en vie. Donc on a une partie run qui a priori est plutôt là pour exécuter des commandes. Et enfin, dans une partie, disons, main, on voit donc la socket qui est créée pour se connecter au serveur de l'attaquante. Et on voit qu'il y a ctype qui est utilisé pour faire un syscall. Du coup, syscall 319, bon je connais pas les syscalls par cœur, donc je vais aller sur la liste des syscalls, par exemple en allant sur ce site. Et je cherche donc le 319, et on voit que le 319 c'est un memfd create, donc une création de file descriptor en mémoire. Et si on cherche un peu sur internet, on peut tomber sur ce tweet de Enver Sekos, qui sera donc la hackeuse du mois, qui parle donc de cette technique utilisée par les logiciels malfaisants pour se cacher, qui utilise donc du fileless, donc ça écrit pas de fichier, c'est uniquement en mémoire. Alors, pas mal de choses à dire sur ce code. Donc je reviens un peu sur le code. Je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus rapide aussi possible parce que c'est comme c'est un challenge hard, ça peut prendre un peu de temps. On a déjà parlé jusque la partie syscall. Donc en fait si on essaie d'être clair, donc en fait ce syscall il va créer un fichier anonyme qui va renvoyer un file descriptor, FD, et du coup ce fichier il sera jamais sur le disque dur, il tourne en RAM, et en fait une fois qu'il n'y aura plus de référence vers ce fichier, il sera automatiquement libéré, quoi. Enfin, il n'y aura plus d'autres traces. Et en fait du coup il récupère, comme on peut le voir ici, alors comment on va lui expliquer ça? En gros, donc il y a une technique de double fork. Ici, on voit ici qu'il y a 2 forks qui sont faits. Et ça, en fait, c'est une technique qui permet d'avoir le process qui tourne en démon, en tâche de fond. Et du coup, le runfd là, qui termine le code, et il va exécuter la commande présente dans ce file descriptor. Alors, j'ai même pas expliqué ce que c'était un file descriptor. Un file descriptor, c'est quoi? Ça permet d'avoir un identifiant sur un process qui va gérer des entrées-sorties. Et les plus connus, je pense que ça vous connaissez, donc il y a le std-in, l'entrée standard, std-out, sortie standard, et standard d'erreur, l'erreur standard. Et du coup,
pour lister ces file descriptors, on a la commande de Linux lsof, list open file, et cette commande Linux lsof, on peut aussi la faire sur l'image mémoire, ce qu'on va faire de ce pas. Et je vais le faire sur quel processus? Je vais le faire évidemment sur le processus qui nous intéresse. Donc si je reviens sur la liste des process, il est là, celui qui nous intéresse c'est lui, donc c'est le process 1451. Donc je vais faire un lsof, donc lister les fichiers ouverts de ce processus 1451. Et là on voit qu'il y a 4 file descriptors, 0, 1, 2, 4, et évidemment c'est le 4 qui nous intéresse, puisque ça renvoie pas vers un pass, donc un chemin de fichier, un chemin de répertoire en local. Donc c'est le logiciel malfaisant qui a fait son file descriptor en mémoire. Et là on va arriver sur la partie touchy de ce challenge. Alors en fait, ce qui peut aider pas mal sur ce challenge, c'est de regarder le code source de Volatility, qui est donc un logiciel open source, donc on peut accéder à son code publiquement. Et donc dans ce code, on voit que au niveau du lsof justement, donc là, du listing des fichiers ouverts, il utilise cette méthode pour lister ces fichiers ouverts. Et du coup, nous, on va fortement s'inspirer de ça pour récupérer l'inode. Alors, l'inode, c'est quoi? C'est une structure de données sur un système de fichiers Unix qui décrit un objet du système de fichiers comme un fichier ou un répertoire. Et du coup, avec ce inode, on aura la possibilité de récupérer le code qui tourne derrière. Donc, on va utiliser Linux Vol Shell. Donc Linux Vol Shell sur Volatility, c'est simplement pour avoir un shell sur un processus de cette image mémoire en cours d'analyse. Donc dans notre cas, comme toujours, enfin comme tout à l'heure, le processus qui nous intéresse c'est le 1451. Donc je vais ouvrir un Vol Shell dans le contexte de ce processus 1451 et je vais faire tourner donc dans ce shell volatility un peu le même code qu'on a vu. Dans un premier temps, comme je vais jouer avec les adresses, je fais un import de l'adresse. Comme je vais jouer avec le processus qu'on a courant, on va dire, puisqu'il est défini ici, je mets self.pproc. Et là, je vais copier-coller en fait quasiment, je vais modifier un peu, mais ces deux lignes pour donc utiliser un peu la même méthode que Volatility pour récupérer les fichiers ouverts. Et donc ce qui nous intéresse, c'est le file descriptor 4. Donc si c'est le file descriptor 4, je fais une action différente. Et qu'est-ce que c'est cette action différente? Je récupère le filp. On rappelle que ici donc il s'est appelé filp, cette variable qui contient ce qui nous intéresse. Et en fait ensuite ça sera pas le bon format, donc il va falloir faire un overlay. Je sais pas trop comment on traduit ça en français. Mais globalement, donc sur Volatility, il y a une fonction dt qui permet de faire un overlay et ça me permettra de récupérer les adresses intéressantes de ce file descriptor. Donc une fois qu'on a fait tout ça, voilà, on fait entrer et là, la partie compliquée est terminée. On a récupéré l'adresse de l'inode de ce file descriptor. Donc on va pouvoir analyser ce code qui tourne derrière un file descriptor anonyme en mémoire. Parfait. Donc il me reste plus qu'à faire une commande. Donc ça, je me barre.
une commande qui consiste à extraire en utilisant find file. Hein. Donc ici en -i je mets le fameux inode qui a été assez compliqué à récupérer. Et donc en sortie j'écris dans le fichier flag ce qui tourne dans ce file descriptor. Voilà, donc on a bien un fichier flag, et si je refais un file flag, on voit que c'est effectivement un exécutable 64 bits. Donc c'est le code malveillant qui tourne sur ce serveur compromis. Donc là il nous reste une dernière partie, donc analyser ce binaire. Bon, c'est pas le plus dur, hein. Là on a fait plus dur, là normalement ensuite, comme c'est un challenge forensique, l'analyse du binaire, remarque ça aurait pu, hein, ils auraient pu faire un truc bien hardcore, enfin vu que c'était déjà bien hardcore. Hop, tac, donc on va appeler ça squat bot, ça existe déjà, oui j'ai déjà dû le faire en amont, je vais feinter et je vais faire bot, voilà, finish. Donc j'importe plutôt le fichier flag qu'on vient d'extraire dans Ghidra. On a déjà utilisé Ghidra sur la chaîne Acksize, je ne redétaille pas. J'ouvre le code browser, je fais une analyse de cet exécutable. Alors dans les fonctions, si on les passe une par une, celle-ci il n'y a pas grand chose dedans, celle-ci non plus, celle-ci non plus, celle-ci non plus, celle-ci non plus, celle-ci non plus. Là il y a plus de choses, et quand on descend on voit rapidement, bon, ceux qui sont habitués à faire du reverse, ils voient déjà qu'il y a des méthodes là de détection de sandbox. Donc pour ça c'est pour la petite info, donc là en fait ça vérifie la taille de la RAM, le type de la machine et le nombre de process qui tournent pour voir si ce ne serait pas une machine d'analyse et avoir potentiellement un comportement différent dans l'exécution du code. Mais vous pouvez oublier cette partie, elle n'est pas utile pour la résolution du challenge. Ensuite on voit qu'on a les dump, les connect et dump tout, donc on a bien effectivement ça sent reversiel quoi. Et on a donc ces variables là assez longues en hexadécimal, et on voit ensuite qu'il y a une boucle infinie, un while true, qui tourne et qui va lire ces variables et faire un XOR avec un F. Donc du coup a priori on a simplement à faire un XOR avec un F pour comprendre ce qui tourne derrière. Et donc comme c'est pas l'objet de cette vidéo, je vais directement vous montrer un script de résolution. Donc on va l'appeler solve.py, et c'est pas le script. Ça c'est la partie qui nous intéresse de Ghidra. Et le script ressemble à ça, donc je vais mettre ça à gauche, comme ça c'est plus clair, et je vais mettre Ghidra code browser à droite. Donc là on voit que j'initialise une variable A8, comme c'est le cas ici, avec les différentes valeurs, hein, 6F, 57, 79, 73, jusqu'au 62, donc tout ça je le mets dans local A8. Et je récupère depuis l'hexadécimal, tout ça dans une variable qui s'appelle val. Et pour chacune de ces valeurs hexadécimales, je fais le XOR inverse. Hein. Je rappelle que XOR, c'est réversible, hein, donc si on fait un XOR, on revient sur la valeur originale. Et je mets ça dans la variable flag, et ensuite j'affiche le flag, et c'est comme ça qu'on résout. Enfin, en tout cas, c'est une des méthodes de résolution de cette challenge. Donc si je fais un Python 3 solve, et je fais un i-c10 pour pas afficher le flag en entier, on voit que j'affiche les 10 premiers caractères du flag de ce challenge forensic hard de Hack the Box.
Et donc il a eu lieu, enfin ce challenge avait été développé à l'époque pour le Business CTF 2022. Pour information, voilà, je pense qu'on a fait le tour, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus dans le niveau ranking de Lisbeth Salander.